Alors, vous avez peut-être remarqué qu'au fil de la journée, plus on avance, plus on ouvre les sens, peut-être porté par l'idée que l'art et la beauté peuvent nous sauver. On continue sur cette lancée en ouvrant grand les yeux cette fois, avec Les yeux de Mona. C'est le nom du roman de Thomas Schlesser dont on entend beaucoup parler en ce moment parce qu'il est paru chez Albin Michel et il a déjà fait le tour du monde en quelques mois. Et il est porté en version audio chez Audiolib par la voix de François Cognard, qu'on accueille. Merci pour lui. Sous vos applaudissements, merci. François Cognard, qui est comédien, vous avez rencontré Thomas Schlesser, je crois, oui, qui est historien de l'art et qui est donc l'auteur de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre et pourquoi il vous a spécialement touché ? Eh bien, oui, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas et il m'a d'ailleurs dédicacé cet exemplaire magnifiquement. Et écoutez, c'est un voyage magnifique. Les deux voix principales, c'est la voix de Mona et de son grand-père. Donc, ils dialoguent beaucoup. Mona, qui est une petite fille, voilà, une petite fille sur le point de devenir aveugle. Une petite fille de 10 ans. J'ai pas eu de problème pour le grand-père et il a fallu que je trouve la voix de Mona aussi. Donc avec ma voix grave, c'était un travail, mais sans caricaturer. Et non, c'est un voyage magnifique. La relation entre le grand-père et sa petite fille est magnifique. Il y a beaucoup de promenades dans Paris, qui est une ville que j'aime particulièrement. Donc on les accompagne. Voilà. On vous écoute. Merci François Cognard. Sandro Botticelli apprend à recevoir. La grande pyramide de verre amusait Mona. Hissée insolemment au milieu des pavillons de pierre du palais du Louvre, sa forme éthérée, sa transparence, sa manière de capter le soleil froid de novembre l'enchantaient. Son grand-père ne parlait pas beaucoup. Elle voyait pourtant bien qu'il était d'excellente humeur, car il serrait sa petite main dans la sienne, avec la tendresse assurée qu'ont les gens heureux, et balançait les bras avec souplesse. Sa jovialité, quoique muette, rayonnait d'une manière enfantine. « Quelle est belle la pyramide d'Adé ! On dirait un grand chapeau chinois », jugea Mona tout en fendant les grappes de touristes sur le parvis. Henri la regarda et mêla à son sourire une espèce de moue dubitative. Cela lui donna un air bizarre qui fit ricaner la petite. Ils pénétrèrent dans la structure de verre, passèrent la sécurité, glissèrent le long d'un escalator, se retrouvèrent dans l'immense hall, si peu différent de ceux des gares ou des aéroports, et prirent le chemin de l'aile Denon. L'agitation autour d'eux était étouffante. Étouffante, oui, parce que la plupart des visiteurs qui composent la foule d'un grand musée ignorent ce qu'ils désirent faire. Ils produisent un flottement généralisé, infusent l'atmosphère stagnante, hésitante et même un peu trouble, propre à ces lieux lorsqu'ils sont victimes de leur succès. Au milieu du brouhaha, Henri fléchit ses jambes immenses et maigres pour parler à sa petite fille les yeux dans les yeux. Il faisait cela chaque fois qu'il avait une chose vraiment importante à lui dire. Sa voix minérale, pure et grave, couvrait le vacarme environnant. On aurait dit qu'elle réduisait au silence les vains palabres et les éclats fatigants de l'univers entier. Mona, chaque semaine, nous irons tous les deux voir une œuvre seule, pas plus, au musée. Ces gens autour de nous aimeraient tout avaler d'un coup et ils se perdent, sans savoir comment ménager leurs envies. Nous serons beaucoup plus sages, beaucoup plus raisonnables. Nous regarderons une seule œuvre, d'abord sans dire un mot, pendant de longues minutes, et puis ensuite, nous en parlerons. Ah bon ? Je croyais qu'on irait chez le docteur. Elle aurait voulu dire le pédopsychiatre, mais n'était pas tout à fait sûre du mot. Dis-moi, Mona, tu as envie d'aller chez le psychiatre après ? C'est important pour toi ? Tu parles si j'en ai envie. Tout plutôt que ça ? Alors, écoute-moi bien, ma chérie.
Il n'y en aura pas besoin si tu regardes avec attention ce que nous allons voir. C'est vrai? Et est-ce que c'est grave de se passer du « elle buta encore sur le mot et opta pour sa formulation plus simple » du docteur? Non, ce n'est pas grave. Je te le jure sur ce qu'il y a de plus beau sur terre. Après avoir parcouru un dédale d'escaliers, Henri et Mona se retrouvèrent dans une salle aux dimensions modestes, par laquelle on transitait beaucoup, mais où personne ou presque ne prenait la peine d'accrocher ses yeux à l'œuvre qui y trônait. Henri lâcha la main de sa petite fille et lui dit avec une douceur infinie « À présent, regarde Mona. Prends toutes les minutes qu'il faut pour regarder vraiment. » Et Mona se campa, intimidée, devant une peinture très abîmée, sévèrement lézardée en plusieurs endroits où manquaient des morceaux. Une peinture qui, de prime abord, diffusait le sentiment d'un passé altéré et lointain. Henri la contemplait aussi, mais il examinait surtout sa petite fille, sentait son vacillement, sa perplexité. La voilà qui fronçait les sourcils, puis étouffait un rire un peu gêné. Il savait que, même face à un chef-d'œuvre de la Renaissance, une fillette de 10 ans, si vive, curieuse, sensible et maligne fût-elle, ne pouvait pas tomber immédiatement en extase. Il savait que, contrairement à une idée reçue, il fallait du temps pour pénétrer la profondeur de l'art, que c'était un exercice fastidieux et non un ravissement facile. Il savait aussi que Mona, parce que c'était lui qui le lui demandait, allait jouer le jeu et que, malgré son embarras, elle scruterait avec l'attention promise les formes, les couleurs, la matière. L'image se découpait de manière simple. Tout à gauche, on devinait une fontaine, devant laquelle, à la façon d'une frise, se déployaient debout 4 jeunes femmes aux cheveux longs et bouclés, étonnamment semblables. Elles se saisissaient les unes les autres par le bras, s'enchevêtrant comme si elles composaient une guirlande humaine rythmée par la diversité de leurs tenues. Vert et mauve pour la première, blanche pour la deuxième, rose pour la troisième, jaune orangé pour la quatrième. Ce cortège multicolore donnait l'impression d'un mouvement vers l'avant. Et face à lui, à droite de l'œuvre, isolée sur un fond neutre, se tenait une 5e femme, jeune, extrêmement belle, dotée d'un magnifique pendentif et d'une robe pourpre. Elle aussi semblait animée d'un mouvement vers l'avant, comme si elle allait à la rencontre du cortège. Elle tendait d'ailleurs dans sa direction une espèce de linge, au sein duquel une des créatures, celle en rose, posait délicatement quelque chose. Quoi donc? Impossible à dire. L'objet était effacé. Il y avait encore au premier plan, dans un angle, un garçonnet aux cheveux blonds de profil, légèrement rieur. Le décor était tout à fait dépouillé. Seul faisait écho à la fontaine de gauche une colonne tronquée et très estompée qui fermait la scène à droite. Mona joua le jeu. Mais au bout de 6 minutes, c'en était déjà trop. 6 minutes devant une image d'Hécatie constituait une épreuve inhabituelle et pénible. Alors elle se tourna vers son grand-père et elle entama la conversation avec une insolence qu'elle seule pouvait se permettre. « Daddy, il est bien abîmé ton tableau. Ton visage à côté, il paraît tout neuf. » Henri regarda l'œuvre et toutes les dégradations qui la balafraient. Il fléchit sur ses genoux. « Tu ferais mieux de m'écouter au lieu de dire des bêtises. Un tableau, dis-tu, raté. Déjà, Mona, ce n'est pas un tableau. C'est ce qu'on appelle une fresque. Tu sais ce que c'est, une fresque ? Oui, je crois, mais j'ai oublié. Une fresque, c'est une peinture qu'on fait sur un mur, et c'est très fragile. Parce que si le mur s'abîme, et un mur s'effrite beaucoup au cours du temps, eh bien, la peinture s'abîme aussi. Pourquoi est-ce que l'artiste a peint sur ce mur ? Parce que c'est le Louvre ? Pas du tout. C'est vrai qu'un artiste pourrait avoir envie de faire une fresque au Louvre, car le Louvre est le plus grand musée de la planète, et ce serait normal qu'un peintre ait envie d'y poser directement son œuvre pour qu'elle soit
comme la peau du palais. Mais vois-tu, Mona, le Louvre n'a pas toujours été un musée. C'est le cas depuis à peu près 200 ans seulement. Avant, c'était un château où vivaient les rois et la cour. Quand l'artiste a exécuté cette fresque, c'était vers 1485, et il ne l'a donc pas réalisée pour les parois du Louvre, mais pour celles d'une villa de Florence. Florence ? Elle tripota machinalement le pendentif autour de son cou. Moi, ça me fait penser au prénom d'une ancienne fiancée à toi, avant mamie, non ? Ça ne me dit rien, mais ce n'est pas impossible. Et écoute un peu à présent. Florence, c'est une cité italienne, en Toscane précisément. Et c'est le berceau de ce qu'on appelle la Renaissance. Au XVe siècle, le Quattrocento, disent les Italiens, Florence a connu une extraordinaire effervescence. Il y avait environ 100 000 habitants et la ville était prospère grâce au commerce et à la banque. Et vois-tu, des ordres religieux, des commerces, des hauts dignitaires politiques et même de simples citoyens ont voulu mettre à profit leurs richesses et témoigner de leur prestige en soutenant la création de leurs contemporains. On dit d'eux qu'ils ont été de grands mécènes. Alors des peintres, des sculpteurs, des architectes ont profité de leur confiance et des moyens qu'ils leur accordaient pour élaborer des tableaux, des statues ou des bâtiments incroyablement beaux. Ils étaient en or, je parie. Pas tout à fait. Il y avait en effet au Moyen-Âge de très beaux tableaux recouverts en abondance de feuilles d'or. Cela donnait de la valeur à l'objet et cela symbolisait la lumière divine en plus. Mais à la Renaissance, la peinture se passe progressivement de l'effet clinquant, de ce qui est doré, pour chercher à mieux rendre la réalité telle qu'on la voit, avec ses paysages, la singularité des visages, les animaux, le mouvement des êtres, des choses du ciel et de la mer. On aime la nature, c'est ça. C'est très exactement ça. On se met à aimer la nature. Mais tu sais, quand on parle de nature, on ne parle pas seulement de ce qui pousse sur la terre. Ah, et on parle de quoi d'autre ? On parle aussi, de façon plus abstraite, de la nature humaine. La nature humaine, c'est en fait ce que nous sommes profondément, avec nos zones d'ombre et de lumière, nos défauts et nos qualités, nos peurs et nos espoirs. Or, vois-tu, Mona, c'est justement cette nature humaine que cherche à améliorer l'artiste. Et comment donc ? Si tu cultives ton jardin, tu fais du bien à la nature, tu lui permets de s'épanouir. Cette fresque cherche à faire du bien à la nature humaine en lui disant quelque chose de très simple, mais d'essentiel, et que tu devras retenir à jamais, Mona. Henri lui fit signe de porter son regard sur la zone un peu effacée, où il semblait y avoir un objet que la jeune femme de droite prenait entre ses mains. La petite fille s'exécuta. Le cortège de ces 4 femmes à gauche est composé de Vénus et des 3 Grâces. Ce sont des divinités généreuses. Et elles offrent un cadeau, on ne sait pas lequel parce qu'il manque un peu de peinture, à une jeune fille. Les 3 Grâces sont ce qu'on appelle des allégories, Mona. Elles n'existent pas dans la vraie vie et tu ne les croiseras jamais. Mais elles représentent des valeurs importantes. On dit d'elles qu'elles représentent les 3 étapes qui font de nous des êtres sociables et hospitaliers, c'est-à-dire des humains, vraiment humains. Et cette fresque dit à quel point ces 3 étapes sont capitales. Elle cherche à les ancrer en chacun de nous. 3 étapes ? Quelles étapes ? La première consiste à savoir donner. La 3e, à savoir rendre. Et entre les deux, il en est une sans laquelle rien n'est possible, qui est comme une sorte de clé de voûte, une clé de voûte qui porte toute la nature humaine. Laquelle, Dadé ? Regarde, que fait-elle donc, la jeune fille à droite ? Tu me l'as dit, elle a de la chance parce qu'elle reçoit un cadeau ? Exactement, Mona. Elle reçoit un cadeau. Et c'est ça qui est absolument fondamental. Savoir recevoir.
Ce que dit cette fresque, c'est qu'il faut apprendre à recevoir, que la nature humaine, pour être capable de grandes et belles choses, doit être prête à accueillir. Accueillir la bienveillance d'autrui, son désir de faire plaisir. Accueillir ce qu'elle n'a pas encore et ce qu'elle n'est pas encore. Il sera toujours temps pour celui qui reçoit de rendre, mais pour rendre, c'est-à-dire donner à nouveau, il est indispensable d'avoir été capable de recevoir. Tu comprends, Mona? Donner, recevoir et rendre. Donner, recevoir et rendre. Mona ne savait plus quoi dire. Elle ne voulait surtout pas décevoir son grand-père. Pour l'heure, elle éprouvait juste un tiraillement. Parce que cet appel à grandir, cette ivresse exploratoire d'un monde nouveau, avait une puissance magnétique extraordinaire, et ce d'autant plus que l'appel venait d'Henri, qu'elle vénérait. Pourtant, au plus profond de son âme, existait déjà ce pressentiment terrible que ce que l'on rend, on ne le retrouvera jamais plus. Et ce regret vif, quoique très lointain, d'une enfance évanouie pour toujours, lui tordit le cœur. Henri reprit sa main dans la sienne et ils quittèrent le Louvre à pas lents, sans mot dire. Henri n'ignorait rien du trouble qui venait de faire vaciller sa petite fille, mais il savait très bien que l'existence n'est valable qu'à condition d'en assumer les âpretés, et que celle-ci révèle, une fois passée au crible du temps, une matière précieuse et fertile, une substance belle et utile qui permet à la vie d'être vraiment la vie. En outre, par ce miracle de l'enfance, le trouble de Mona ne dura guère. Tout en cheminant allègrement, elle se mit à chantonner. Henri ne l'interrompait jamais dans ces moments-là qu'il trouvait incroyablement touchants. Et puis soudain, à l'approche de chez elle, Mona cessa, rattrapée par le mensonge complice dont ils étaient convenus pour éviter les séances chez le pédopsychiatre. Elle ouvrit ses grands yeux bleus et tourna sa petite tête coquine en riant du mauvais tour qu'il jouait à ses parents. « Dadé, qu'est-ce que je dis si papa et maman me demandent le nom du médecin que je suis allé voir ? Dis-leur qu'il s'appelle le docteur Botticelli. » Merci François Cognard. Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, lu par François Cognard et paru chez Audiolib. Et vous pouvez retrouver François Cognard dans la pièce Darius de Jean Patricot au Festival d'Avignon en juillet. Absolument, une pièce qui parle des sens aussi, mais là en fait c'est l'odorat. L'odorat. Voilà, donc je me suis promené parce que j'ai joué Darius en même temps que j'enregistrais ce livre et je me suis promené dans les sens. Voilà. Donc les résonances sensorielles sont évidentes. Merci beaucoup François. Merci.